Bonjour à toi, cher spectateur, qui court, qui t'accroche à la vie, un peu comme le personnage principal du long métrage que l'on va évoquer aujourd'hui. Nouvelle adaptation de Stephen King cette année, troisième au cinéma, et je ne sais combienième quand on compte la télévision. The Running Man, réalisé par notre cher Edgar Wright britannique National. L'histoire, nous sommes dans un futur plus ou moins lointain. Ben Richards est un homme qui n'a jamais réussi à rentrer dans le système, que ce soit en se faisant blacklister par ses employeurs parce qu'il rencontre des syndicats, que ce soit parce que derrière il n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa fille qui est malade, que ce soit auprès de sa femme qui du coup a besoin de beaucoup travailler pour faire en sorte de les faire tenir. Et du coup, sa seule opportunité s'avère être auprès du Network, qui est une chaîne de télé un petit peu plus que cela, puisque c'est carrément un réseau qui contrôle beaucoup de choses, mais ça je vous laisserai le découvrir en voyant le long métrage. Et du coup, il se retrouve à vouloir faire un jeu télévisé là-bas, et malheureusement, il se retrouve à participer au seul, où à la fin, tu peux potentiellement mourir. Running Man. Et pour en parler avec moi, je ne me voyais pas faire cette vidéo sans toi, Colin, parce qu'on n'avait pas pu faire Last Night in Soho ensemble. Non, c'est vrai. Et donc, on avait fait Baby Driver. C'est la première vidéo où je viens cette Exactement, c'est pour ça. Putain, j'aurais dû arriver essoufflé pour faire Running Man. On aurait dû tous les deux arriver essoufflés. Ouais, genre arriver dans le champ. Comment vas-tu? Ça va super. Pour parler d'Edgar Wright, ça va toujours super. Ça va toujours pour parler d'Edgar Wright. Je vais pas non plus trop tergiverser sur le contexte, parce que je pense, vu la puissance du battage médiatique qu'il y a eu autour du film, vous en avez forcément entendu parler de ce Running Man, puisqu'entre les plateaux télé, les junkets press, les vidéos sur Instagram, les vidéos avec les influenceurs, les happenings à la Star Academy, oui, ce n'est pas une vanne. Ça existe sérieux? Vraiment. Oui, il a vraiment fait un happening, Glenn Powell à la Star Academy. Ça existe. Quelle période! On a entendu parler de The Running Man, parce que je pense que derrière, il y a une petite crainte quand même de la part de Paramount et aussi d'Edgar Wright que ce film fasse un bide. Parce que Edgar Wright, c'est pas quelqu'un qui, mine de rien, est un grand amoureux avec le box-office. Ses films sont pour la majorité des films cultes, ou sont même des classiques pour certains, mais indéniablement, vous regardez ces films au box-office, Edgar Wright a du mal à rencontrer pleinement le public dans les salles. Son plus gros succès, c'est toujours Baby Driver, qui avait été un des sleeper hits de 2017, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et c'est un peu ça là qui fait que du coup maintenant il a une bonne relation de travail avec Paramount en l'occurrence. C'est ça. Et au-delà de ça, ça se voit dans les crédits, puisque c'est encore Nira Park et lui-même qui produisent le film. Derrière, c'est un projet qui reporte avec Michael Bacall à l'écriture, avec qui il avait déjà collaboré sur Scott Pilgrim notamment. Et en plus de ça, voilà, vous avez cette espèce de gros monstre avec l'adaptation une nouvelle fois d'un roman de Stephen King, qui est donc adapté pour la deuxième fois au cinéma après un film de 87 qui est largement reconnu pour certains comme culte, pour d'autres juste comme une étrangeté des années 80, d'autres pour une catastrophe d'un point de vue adaptation. Mais donc voilà, on se retrouve avec ce projet qui débarque dans les salles avec quand même pas mal d'attentes. Et je vais pas tergiverser plus, Colin. Running Man, qu'est-ce qu'on a pensé? Écoute, désolé, je vais faire un flashback pour rajouter un élément de contexte qui est personnel, qui est que Edgar Wright sort de Last Night in Soho, qui finalement avait un peu déçu, même si je le revois à la hausse. Je revois à la hausse son propos avec le temps. La première annonce de Running Man arrive, me rend très dubitatif. Et donc c'était un peu le film de, bon, est-ce que Edgar Wright est dans une phase qui m'intéresse pas de sa carrière? Est-ce qu'il est passé à autre chose et maintenant j'aime plus son cinéma? La réponse est non. Running Man est une petite tuerie en ce qui me concerne. Un film qui fait à la fois beaucoup évoluer son cinéma tout en étant totalement un film de lui, même si je sais qu'un des gros reproches qu'on fait en film, c'est qu'on ne retrouve pas le charme habituel des films d'Edgar Wright. Je pense que c'est pour ça que c'est un film intéressant dans sa carrière, c'est que, comme Last Night in Soho, c'est un film où il essaye de faire évoluer et de changer son style pour pas faire comme Wes Anderson, à qui on reproche systématiquement de faire le même film. Donc comme quoi, faut savoir ce que vous voulez à un moment. Et il le fait en se coulant dans un système de blockbuster, certes, mais en faisant un film qui a quand même vraiment une personnalité, une singularité dans le paysage cinématographique des gros studios actuels. Donc ouais, moi j'ai kiffé Running Man. C'était cool. C'était cool. C'était cool. Ouais, je vais te soutenir sur pas mal de points. Alors, je serai un petit peu plus dans la réserve parce que je trouve qu'il y a, pour moi, les mêmes soucis qu'avec Last Night in Soho, mais
Pour autant, Last Night in Soho, c'est un film que j'ai trouvé très bien et qui m'avait un peu scotché. Mais ça va être les mêmes soucis, mais dans un autre contexte. Tu vas voir au fur et à mesure qu'on va en parler. Je trouve que Wright s'éclate. Déjà, c'est un point qu'il faut tout de suite mettre en avant. Ça se sent qu'on n'est pas sur un film fait par un mec qui a juste envie de remplir un cahier des charges et de faire plaisir à un studio pour réussir à faire son adaptation comme peut-être il l'aura en tête, mais en cédant des éléments. Non, ça se sent que c'est un film qui est porté par Wright quasi de A à Z. Il a envie de faire en sorte que ce film, il ait du punch, il ait de l'énergie, il a un côté punk, il a un côté rock, il a un côté enjoué, dynamique, qui reste noir mais qui ait quand même des teintes de lumière, que ça soit un film dramatique mais qui ait aussi des notes d'humour. C'est un film qui part dans plein de directions et qui pour autant sait toujours se recentrer sur le récit en gardant en tête que c'est une adaptation de Stephen King. Et mine de rien, des adaptations fidèles de Stephen King qui réussissent en même temps à avoir une identité propre, il n'y en a pas beaucoup, parce que je prends Marche ou crève dernièrement, c'est une très bonne adaptation, mais c'est un film qui est assez lisse, paradoxalement, malgré son côté gore. Et là, je me suis bien éclaté, et j'ai vraiment eu la sensation de voir un cinéaste qui prend King, mais qui se dit, c'est pas parce que j'ai le poids d'un mec qui est supposé être le mec de l'horreur sur les épaules, que je vais pas pouvoir pour autant faire un truc qui soit fun, décomplexé et qui me ressemble quand même un peu. C'est rigolo. Finalement, le mec qui court est la suite des mecs qui marchent. Exactement, exactement. Mais tu sais qu'en plus, pour les avoir lus quasiment cul à cul, les deux romans, ils ont énormément de points communs. C'est la même période, c'est la période où il écrit sous le pseudo Richard Bachman. Tout à fait. Il fait des trucs très vénères politiquement. C'est la même période où il écrit Rage aussi. Et ouais. Mais on sent cette rage du coup, et on sent que Wright a voulu garder ça pour construire un film qui, tu l'as dit, peut-être est un peu plus light en termes d'esthétique ou d'effet de style que ses précédents métrages, mais pour autant c'est au service d'une intention de mise en scène et de composition qui fait que tout cela se fond. Et en un sens, de la bonne manière se lisse. C'est-à-dire que tout s'équilibre et devient cohérent, et c'est pas comme Baby Driver, une immense explosion où on ressort en se disant « Waouh, c'est un truc de dingue », mais plus là ici on ressort en se disant « C'est ultra maîtrisé et c'est quand même vraiment fun à regarder ». Je pense qu'il y a une vraie volonté aussi de la part de Wright de... Comme c'est un mec qui va être traqué par le monde entier et courir partout en mode putain, faut que je trouve un abri, etc. De démaîtriser sa mise en scène, là où normalement le gars c'est vraiment le mec du plan précis, du travelling parfaitement calculé, etc. On les retrouve ici, sauf qu'à chaque fois ça va être avec une caméra plus à l'épaule, plus brute, avec un côté beaucoup plus perte de contrôle dans le montage et dans les mouvements de caméra. Je pense notamment au fight dans le cockpit de l'avion, où il assume une caméra qui épouse le chaos total de la scène, sans perdre en lisibilité. Je trouve personnellement qu'on n'est jamais perdu dans l'action, mais on sent un côté de s'éloigner un petit peu du côté très maîtrisé de ses débuts, encore une fois pour se mettre au service d'un film qui aurait peut-être pas eu... Ça aurait été un autre film, peut-être pas avec le même impact, si il s'était cantonné à sa mise en scène habituelle. Tout à fait. Et on retrouve des pointes quand même, notamment dans les sessions des drones, j'en reparle en Oui. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Donc à la base, nous avons un livre écrit par Stephen King, qui s'appelle donc The Running Man, L'homme qui court, au Québec. Et donc ici, l'adaptation est une nouvelle voix faite par Michael Bacall ainsi que Edgar Wright. Donc duo qui revient quand même de très loin, puisque les deux, la dernière fois qu'ils ont collaboré, c'était quand même pour Scott Pilgrim vs. The World. Donc là, je pense que c'est aussi pour ça que moi j'ai tendance à faire beaucoup de rapprochements entre ces deux films. C'est parce que en plus d'être deux films qui ont un gros potentiel et qui peuvent potentiellement être des échecs, c'est aussi quasiment les mêmes équipes qui travaillent sur ces films. Et bah déjà, moi je tiens à saluer du coup de mon côté, vu que j'ai lu le livre, le très beau travail d'adaptation qu'ils ont fait, parce que Running Man, c'est un livre qui part dans beaucoup de directions et qui est très haletant, dans un autre registre comme Marche ou crève aussi, même si Marche ou crève c'est un autre type de tension, mais là c'est très haletant et c'est très très bien construit. Et il y a vraiment tout ce qui fait la sève du livre de King, parfaitement retranscrit au cinéma pour faire en sorte que ça soit cohérent et qu'en même temps ça soit cinématographique. Parce que Dieu sait qu'il y a plein d'adaptations de King qui sont très bien faites, mais qui sont très littéraires. Ça n'est pas le cas, c'est une vraie adaptation cinématographique ici. Et au-delà de ça, en termes de propos, en termes d'intensité, en termes de construction, en termes de justesse thématique et d'équilibre entre ce qui doit être énervé et ce qui doit être cohérent, bah, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est un film qui arrive à vraiment nous transmettre son énergie globale et surtout à faire en sorte que ce script qui pourrait vite donner l'impression de ressembler à 10 000 autres parce qu'on est sur un récit de track,
et ben ça soit pas le cas et qu'on se laisse prendre. On se Ouais. laisse prendre. Même si le film, par moment, il peut donner la sensation d'aller dans beaucoup de directions et presque de s'éparpiller, de nous donner des indices pour finalement déconstruire un autre truc, etc. C'est pas le cas et je trouve que Wright et Bacall, ils ont vraiment réussi ce travail d'adaptation qui pour moi est très compliqué, de faire en sorte que on ne perde pas l'énergie du livre, mais on donne quelque chose de nouveau. Et ce nouveau souffle, il vient notamment, on aura l'occasion de l'évoquer, par le traitement de Ben Richards, qui je trouve est très intéressant ici. Je trouve que le film arrive à esquisser beaucoup d'éléments de son univers et de ses personnages par petites touches. Je sais pas si c'est dans le livre, cette histoire de chaussettes. Non. On reste en vague. Non. Je trouve c'est très intelligent. C'est un bon moyen de rendre le personnage attachant très vite. Et de l'humaniser aussi, parce de que mine de l'humaniser. rien, ça peut vite être des personnages. Je reprends l'exemple du film de Schwarzy, pour juste que vous ayez du contexte. Schwarzy, dans le premier film, son Ben Richards, c'est un bel icône, mais c'est pas un humain. Il n'est pas très attachant, pas très touchant, et on se laisse pas vraiment impacter par sa présence à l'écran. Le Ben Richards de Glenn Powell ici est un personnage touchant parce que dès le début, on nous le montre comme quelqu'un qui peut vite partir au quart de tour, mais qui, quand il a sa fille dans les bras, tient le coup. Et, comme l'a dit Colin, des tout petits éléments qui font que, il est touchant. Et il y a aussi un travail que je trouve intéressant dans l'évolution de l'écriture d'Edgar Wright, c'est que Edgar Wright, d'habitude, c'est un mec, ça se voit notamment dans Hot Fuzz, qui surabuse du setup payoff. Il passe son temps à mettre en place des trucs qui vont se déclencher plus tard, y compris des trucs complètement anodins. Hot Fuzz, à ce niveau-là, c'est sa masterclass. C'est une orgie. Il y a un nombre d'éléments dans Hot Fuzz qui sont importants pour plus tard, stupides. Là, j'ai l'impression, je sais pas si ça vient de scènes... C'est possible que ça vienne de scènes coupées, mais en fait, c'est tellement systématique dans le film que je pense que c'est une intention. Il passe beaucoup de temps à les désamorcer. Typiquement, je pense que Edgar Wright plutôt aurait beaucoup plus insisté sur la chaussette. En fait, ça revient qu'une seule fois pendant la traque. Mais au moment où le perso en a besoin, uniquement, sans en faire des caisses. Et c'est pareil aussi pour... Au début du film, c'est pas un spoil, je peux le dire, le personnage regarde un jeu télé où il y a une question spécifique, qui est un setup pour plus tard. Et en fait, quand on se dit ça va servir, il le désamorce. Et très bien. Il le désamorce très bien, et en fait, c'est pas du tout ça là où il veut nous emmener. Et je trouve ça hyper intéressant comme manière de faire évoluer, et je pense qu'il y a aussi cette volonté de... il sait qu'on attend certaines choses d'un film d'Edgar Wright. Du coup, il essaye de nous déstabiliser de la même manière qu'il nous déstabilisait avec son montage avant. Et je voulais dire un autre truc, et j'ai oublié. Oui, et par contre, un point au niveau de l'écriture où je trouve que c'est totalement right. Il y a plein de petites touches de perso où il les fait exister, ça c'est très typique de son écriture. Et aussi le fait que c'est un film qui met beaucoup l'accent sur le collectif. Vous regardez tous ces films, peut-être moins Shaun of the Dead et Last Night in Soho, et encore, qui sont des films beaucoup plus centrés sur un seul personnage. Shaun of the Dead, t'as quand même Avec le quand groupe même de persos, même s'ils communauté. sont désamorcés parce qu'ils se tirent des coups dans les couilles ou dans les pieds à chacun. Hot Fuzz, ça se passe dans une petite communauté où le personnage très individualiste va évoluer au contact des autres. Le dernier peuple à la fin du Le monde, dernier c'est peuple à la fin une du bande de monde, potes. c'est Scott une bande. Pilgrim, c'est... C'est- T'as quand même un personnage central vraiment Oui, seul. non, mais il y a ce que quand je même veux dire, un c'est groupe, que il y a quand en même un fait, micro ces personnages ne cosmos. sont jamais des surhommes. Tout à fait. Hot Fuzz, c'est un surhomme, mais il va le désamorcer en le mettant du coup dans la campagne anglaise. Scott Pilgrim, donc c'est une merde, et, et ensuite il va évoluer par son contact avec les autres, sa bande de potes, Ramona et tous les personnages qu'il va rencontrer. C'est pareil pour Baby Driver, qui est un archétype de cinéma très surhumain et qui va évoluer avec l'amour et aussi avec ses figures de mentor. Et Last Night in Soho, pour moi, c'est un peu l'exception. Et encore, c'est parce que le personnage est censé être isolé. Tout à fait. Mais ici, du coup, il retrouve complètement ça. Et pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve qu'il construit très bien aussi le jeu, justement, autour des setup payoff et des personnages. C'est une très belle écriture de dialogue par Bacall et par Wright. Les dialogues sont très fins, pas toujours subtils, mais je pense pas que ça soit le but, clairement, des deux cinéastes ici, parce qu'ils ont envie de rendre ça clair, limpide, et parfois même évident. Et du coup, ça amène quand même des dialogues qui sont très drôles. Moi, j'aime beaucoup les dialogues de Killian. Les dialogues de Killian me font mourir de rire parce qu'on en parlera ensuite. Il y a le fait que ce soit Josh Brolin et que Josh Brolin est en train de faire une remontada depuis quelques années. C'est fantastique à voir. Mais ces dialogues sont ciselés, cinglants, coupants, très intelligents. Ils font très mania des médias des années 80-90, comme ils étaient pensés à Hollywood. Mais finalement, ils sont assez cohérents avec certaines personnes que l'on peut imaginer aujourd'hui. Genre, je pense à un monsieur qui a tendance à
vouloir se remettre une mèche sur le côté, à parler souvent comme ça. Il a cette clairvoyance d'avoir des dialogues qui sont très piquants et très ciselés, et d'avoir quand même un caractère de gros salopard. Hein. En l'opposant, par exemple, à ce qu'avait fait Bong Joon-ho dans Mickey 17 en début d'année. Il tombe jamais, ça sera peut-être plus sur les acteurs, mais il tombe jamais dans l'imitation non plus de ces modèles. C'est-à-dire qu'on sent qu'il s'en inspire, mais je pense qu'il s'inspire surtout du Trump des années 80, en l'occurrence. C'est ça, et de toute façon, Colman Domingo aussi, qui joue donc Bobby, il l'a dit clairement, et ça se voit dans la structure de leur perso, ils font écho à des personnages des années 80, mais ils ne veulent pas totalement les copier, parce que s'ils le font, ils vont tomber dans de la caricature, et on sent que c'est pas ce que Bacall et Wright ont envie de faire. Ils ont envie de créer des archétypes, des clichés, voire même parfois des éléments qui peuvent sembler extrêmement évidents, voire clairvoyants pour le spectateur, mais ils veulent pas trop surappuyer ça, pour faire en sorte que tout du long de l'histoire, on se dise « je sais qui tu es », mais à n'importe quel moment, ces deux auteurs peuvent se dire « je vais désamorcer cette situation-là et je vais amener quelque chose de différent ». Toute la filmo d'Edgar Wright, c'est de prendre des archétypes, généralement de cinéma, de personnages de genre, et de les, j'allais dire de les déconstruire, mais c'est pas tout à fait le bon terme. De jouer avec. De jouer avec, soit de les pousser dans leur retranchement, soit de les mettre dans un contexte qui va les modifier. Là, on est plus dans la démarche de pousser tous les potards à donf et pousser ces archétypes jusqu'au bout, tout en les opposant à une lecture plus actuelle des enjeux qu'ils représentent. On peut prendre un personnage qui est tout à fait exemplaire dans ce genre, qui, sans spoiler, est un personnage de revendicateur youtubeur. C'est comme ça que je vais l'appeler, sans trop vous révéler de détails. Mais c'est un personnage qui n'est pas du tout présent dans le livre. Il est présent sous une autre forme, mais sous cette forme-là, il n'existe pas. Il est très intelligent parce que ce personnage-là, c'est la touche Wright pure et dure qui est apportée, et on sent que Bacall, derrière, il amène juste ce qu'il faut de contexte et d'énergie pour faire en sorte de surappuyer ça. Et c'est là, en fait, qu'on ressent dans l'écriture des petits éléments qui font que les deux s'approprient l'œuvre de King. Je vais pas vous spoiler la fin, mais concrètement, la fin, elle est radicalement différente du livre, mais on sent que derrière, c'est pas uniquement pour faire un pied de nez à une fin qui aurait pu être très cool, mais très noire, qui devient un peu différente pour amener de nouvelles thématiques, un nouveau contexte et un côté plus punk, justement. Et ça sent que c'est véhiculé tout du long de l'écriture, cet élément-là. Même le personnage principal, Ben Richards, est complètement un archétype de héros actionneur un peu régalien, c'est le gros blue collar qui va péter, c'est le héros d'Armageddon, quoi, globalement. C'est le mec col bleu qui va montrer à ses connards d'actionnaires qui c'est le patron et tout. Sauf que, d'une part, il l'humanise vachement, d'autre part, ce que j'aime beaucoup, encore une fois, c'est le sens du collectif. Le personnage de Ben Richards réussit beaucoup en n'étant pas seul. C'est-à-dire que c'est pas Schwarzy qui est trop fort et qui règle tout à la seule puissance de ses gros muscles. Ben Richards se fait beaucoup aider, et c'est très intéressant en termes d'écriture, parce qu'il y a vraiment cette idée de... bon, le film est assez, très politique. Il y a cette idée que la révolte, même si t'as un symbole, même si t'as une figure de proue, c'est commun. C'est tout le monde qui s'y met. C'est pas juste Ben Richards qui va péter le système à la seule force de sa colère. Et cette fameuse phrase, tu n'es peut-être que l'étincelle, mais c'est l'étincelle par le biais de qui tout va partir, quoi. Pour accompagner cela, nous avons une mise en scène qui décontenance pas mal de spectateurs, comme a pu le dire Colin en début de cette vidéo, puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent « ça ne ressemble pas à du Wright ». Alors j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu dommage que vous passiez à côté de ça, mais j'ai un peu envie de vous dire, qu'avez-vous pensé de Last Night in Soho? Est-ce que vous faites partie de cette catégorie de personnes qui ont dit, c'est vraiment nul, ça n'est pas du Wright, on s'ennuie, c'est contemplatif, oh là là, c'est un joli voyage dans le temps, mais bon, il se passe rien. Ben non, parce que Wright, de toute façon, c'est un cinéaste qui, je pense, de manière profonde, aime le cinéma. Et dans Last Night in Soho, il a voulu clairement montrer son amour pour un certain genre de film, bien appuyé. Et ça a donné un film qui est très stylistique, qui peut décontenancer parce qu'il a une approche du cinéma qui peut un peu laisser de marbre, parce qu'on a peut-être la sensation de voir juste un cinéaste qui kiffe le giallo et qui s'arrête là. Mais il arrive quand même à construire des éléments qui, derrière, nous permettent d'accompagner cette idée-là de choses où on se dit « Ah tiens, c'est intelligent, c'est bien fait, ça a de la cohérence, ça a du propos, il y a quand même une histoire. » Et encore une fois, ici, il y a un petit peu cette même motivation. C'est ce qui fait que je ne suis pas aussi enthousiasmé comme on pouvait l'être devant Baby Driver avec son Running Man. Mais je me dis quand même, c'est très intelligent parce qu'on sent qu'il a digéré plein de références et que c'est pas juste vomi à l'écran avec une clarté qui pourrait facilement être remise en question. On pourrait se dire, ouais, bon, c'est des effets de style, là, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. On se dit plus, c'est un cinéaste qui a tout digéré et qui s'est dit, il faut qu'à l'écran, on se dise pas ouvertement ça ressemble à ça. Il faut qu'on voit des clins d'œil.
Genre, j'aime beaucoup le fait qu'il ait construit des Kardashians du futur. Oui. Mais c'est encore une fois, c'est ce qui fait pour moi le style de Wright. C'est que vous regardez le film dans sa globalité, vous pouvez y voir des choses ou dire ah tiens, c'est pas parfait, mais il met du détail dans tout ce qu'il veut disposer et construire à l'écran. Le fait qu'il ait développé un jeu qui ressemble un petit peu à ce qui était présent dans le livre de King, mais qu'il l'ait adapté pour faire en sorte que on ait un instant où on regarde ça et on se dise ah tiens, c'est un bon setup, on va voir jusqu'où ça va nous amener. C'est juste par le biais d'éléments comme ça qu'on se dit que Wright, c'est non seulement un cinéaste intelligent, un cinéaste cultivé, un cinéaste passionné, mais en plus un cinéaste qui sait comment faire en sorte que ça se fonde dans le décor. Et que ça soit pas un truc où on se dit ah tiens, c'est obligatoire parce que là il va absolument surappuyer son truc. Malgré le fait qu'il fasse des films très référentiels et qu'il a une image en partie justifiée de formaliste, les films de Wright, c'est rarement des films où tu fais toutes les 5 minutes. Enfin, tu fais pas pour une référence, tu fais ça en mode what the fuck ce plan plutôt. Oui. Ou what the fuck le setup. Et là, en fait, il s'amuse à mettre des touches de sa mise en scène très maîtrisée habituelle, tout en faisant preuve d'une confiance et d'un lâcher-prise qu'on n'a pas trop vu. Et je pense que c'est aussi un peu un film de calme après Last Night in Soho, qui était mais surformaliste au maximum. C'est-à-dire que dans Last Night in Soho, tous les plans sont stylisés de ouf, même s'il y a des fois où il sait se faire plus discret. Je pense à la première entrée dans le nightclub dans Last Night in Soho, où le mouvement de la caméra est assez discret, mais complètement zinzin. Là, il continue cette démarche de faire sa mise en scène plus discrète, mais efficace. C'est-à-dire que Sniper, s'il y a une idée de plan de zinzin, faut qu'elle arrive au bon moment. Et le reste du temps, voilà ce que je disais, il y a cette idée de lâcher prise et de donner un côté plus brut, moins maîtrisé, parce que le personnage n'est pas dans la maîtrise de la situation. Donc je parlais de la scène dans l'avion, on peut parler de... Et en fait, il y a plein de petits plans qui glissent comme ça, on se dit, si c'est quand même Wright, il réfléchit quand même sa mise en scène. Et notamment, je trouve que ce qu'il fait avec il y a des caméras drones dans la diégèse du film, qui filment pas en permanence, mais très souvent le personnage de Glenn Powell. Ce qu'il fait avec, c'est du pur Wright. C'est-à-dire que le plan qui est dans la bande-annonce, où je me suis dit ça à l'annonce en mode, est-ce que ce serait pas une caméra interne au film? Où il court dans le couloir et ouais, où il va où en fait la caméra rentre dans l'hôtel où il est en train de s'habiller dans une chambre, il sort de la chambre, il court, il va se planquer dans l'ascenseur, la caméra le suit. Ça c'est du pur Wright, c'est de la pure maîtrise, et il justifie par le biais des caméras internes à sa diégèse. Et en fait il y a vraiment ce travail entre il réserve son style habituel à des points précis quand c'est pertinent, sinon il embrasse le chaos qui est en train de vivre son personnage. Et comme tu dis, c'est un point très important, c'est que certains plans sont très bien justifiés. C'est vrai que dans la bande-annonce, je me suis dit, il y a un plan, s'il est juste comme ça, ce fameux plan, il n'est pas justifié. Il est juste là à l'écran, mais il n'a pas l'efficacité ou le punch qu'il pourrait avoir s'il faisait partie de la diégèse du film. Et quand j'ai vu dans le film qu'il faisait partie de cette diégèse, je me suis dit, c'est là que tu es intelligent. Parce que tu ne te contentes pas uniquement de faire un plan stylisé où tout le monde va être en mode « Waouh, c'est un super plan séquence ». Tu le grèves dans ta diégèse du film, donc tu le pourris un peu, puisque tu lui mets une esthétique par-dessus avec des filtres qui vont un peu lui faire perdre de son charme. Mais du coup, ce qui se passe dans le plan, ça a de la cohérence et ça devient justifié. Ouais. Je reprends un exemple tout bête. Moi, j'ai toujours ce plan en tête qui me fait mourir de rire parce que je suis en train de regarder actuellement ça. Dans la saga Twilight, ne me faites pas de lien, il y a un plan à un moment où il y a deux personnages qui butent dans la caméra. Ça n'a rien à foutre dans le film. Ça n'est jamais justifié, ça n'a pas de cohérence. C'est un quatrième mur qui est défoncé par un bulldozer. Et bien, Edgar Wright est un cinéaste qui comprend que si tu dois amener ce genre de plan, il faut que ça soit cohérent dans ton film. Il ne faut pas que ça soit juste un effet de style où genre à la fin, tu sais, il y a les fameux look cam où c'est genre, tu sais pas pourquoi c'est là, mais le personnage regarde la caméra et hop, freeze frame, fondu. Et à la fin, tu fais, ouais, alors c'est sympa, mais pourquoi il regarde la caméra? Et là, tout est justifié, tout est cohérent. Et il y a plein de plans comme ça où j'étais en train de me dire, bah tiens, là, il aurait pu aller dans la facilité. Et c'est un plan dont on parlait dans la voiture en revenant, mais le plan du coffre. Le plan du coffre est fantastique. Parce que sur le papier, vous pourriez vous dire, quand vous allez le voir, oh bah c'est chiant, pourquoi on est dans le coffre? Et quand vous voyez le plan se dérouler, il y a une cohérence, il y a une logique, il y a un pragmatisme, il y a une inventivité, et il y a un truc génial tout simplement qui se passe à l'écran, et on se dit, ouais, ça, c'est un vrai metteur en scène qui a eu une idée à un moment et qui s'est dit « Je vais faire croire au spectateur qu'il va se passer ça » et en fait, pas du tout. Encore une fois, le travail de caméra est très différent entre les passages sur set, des passages du jeu télé, et les passages où on suit juste le personnage de Ben Richards qui essaye de pas crever. Et j'aime beaucoup vraiment cette manière qu'il a eu de reprendre son amour des mouvements de caméra très carrés, très fluides,
pour les contraster à une autre esthétique plus brute, peut-être plus proche aussi des films d'action dont il s'inspire dans celui-là. Et ça marche. Moi, je trouve que ça marche super bien. Et je pense pas que c'est une question de il s'est dédié, il s'est mis en retrait parce qu'il s'est fait bouffer par le studio. Je pense qu'il y a vraiment une question tout simplement de c'était plus cohérent pour ce film-là de fonctionner comme ça. Et encore une fois, ça revient par pointe. Il y a un plan, toujours la séquence de l'hôtel, il y a un plan où la caméra passe à travers le Judas. Enfin, elle passe pas à travers, mais genre elle s'arrête sur le Judas le plus près possible pour qu'on voit ce qui se passe dans le couloir. Un random cinéaste de studio n'aurait probablement pas fait ce plan. Pareil pour... Il m'est sorti de la tête, je pensais à un plan précis. Oui, cette idée qui n'est pas dans le livre, on la voit dans la bande-annonce, je peux le dire, l'arme avec laquelle Michael Cera neutralise des policiers. J'étais en mode... Ça, c'est une connerie à la Wright. Ça, c'est un truc qu'il a poussé et qui marche super bien et qui est super fun. Et qui arrive très bien en complément avec ce personnage qui n'est pas du tout abordé comme ça dans le livre, tu fais bien de le préciser, mais qui est très bien détourné pour en faire un héros... Wrightien, en fait. Wrightien, parce que c'est vraiment un nobody qui, d'un seul coup, décide de péter une durite. Et la manière, en plus, avec laquelle c'est justifié cette scène-là, sans vous spoiler, c'est vraiment du Wright. C'est Sean. C'est complètement Sean, le personnage de Michael Cera. Clairement Sean. Et au-delà de ça, moi j'avais envie de souligner un point qu'on n'a pas forcément évoqué, mais qui est un peu en cohérence avec tout ce qu'on vient de dire. Ce qui me fume et ce qui m'a vraiment totalement scotché tout du long du film, c'est le soin apporté à la production design du long métrage. Parce qu'on n'y pense pas assez, mais dans un film de SF, si ta production design est fait cheap ou elle fait pas cohérente avec tout ce que tu veux développer, ton film il est flingué. Ouais. Tout est cohérent, tous les éléments, même s'ils doivent être rétro, techno, ultra futuriste, moderne, pas du tout ancrés dans l'air du temps ou alors en décalage, tout fonctionne. Ce côté patchwork de technologie, ça aussi déjà c'est très Wrightien, et ensuite ça donne une gueule au film qui est pas générique quoi. Non. Genre tu retiens l'esthétique du film parce que ça lui crée une identité, ça lui crée il y a une espèce de patchwork, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec des cassettes, mais jamais tu dis... Des mini DV. C'est même pas des cassettes, c'est des mini DV, c'est des trucs qui viennent de hyper loin dans le temps, mais et pourtant il a ressorti ça et c'est cohérent. Un autre film aurait fait des blagues là-dessus. Et non, c'est juste l'univers est comme ça. Ça donne une identité au film, que tu le veuilles ou que ça te plaise ou non. Et tu mets dans une Nintendo DS en plus. Tu mets dans une Nintendo DS. Ça ressemble plus à un truc VTech. Oui, c'est vrai. Oui, ça ressemble tellement à ça. Je te propose qu'on saute dans le casting, parce qu'on va avoir pas mal de choses à dire. Casting qui est tout de même assez impressionnant, puisque donc on va citer... Alors, Colman Domingo, déjà dans le rôle de Bobby, moi que je trouve absolument génial. Il cabotine comme jamais Colman Domingo n'a cabotiné. Il s'éclate comme pas possible sur ce rôle. Et à chaque fois, il a des petites pastilles, mais notamment la scène où il lance la traque. Putain, il se fait mais plaisir, il est en surjeu total, il est fantastique. Ah non, ça rend super bien. On peut citer Lee Pace qui joue donc McCall, qui est hyper efficace, alors qu'on ne voit pas sa gueule les 3/4 du film, mais ça rend super bien. Je dois absolument parler de Josh Brolin, parce que Josh Brolin, c'est un acteur, moi, que j'ai toujours défendu, même quand il fait des merdes genre Jonah Hex. Et Dieu sait que c'est une sacrée merde. J'avais oublié ce truc. Je ne l'ai jamais oublié, moi. Et pourtant, ici, il est tout simplement fou entre Évanoui et ça, et bientôt la suite de Knives Out, qui, je pense que vraiment, il va faire un retour sur les chapeaux de roue, c'est absolument fou. Après, on peut citer Jamie Lawson, qui joue donc Sheila, qui est vraiment excellente. Elle n'a pas beaucoup de place à l'écran, mais elle est quand même vraiment marquante. Après, on peut citer Karl Glusman dans les rôles un peu plus secondaires, mais des Hunters qui fonctionnent plutôt bien. Moi, j'ai trouvé très efficace. Ouais, très bien. Ouais, bonne gueule. Ouais, c'est ça. On le retient pas forcément de fou, mais il fonctionne bien. Faut forcément parler de Michael Cera, qui est à mourir de rire et qui joue hyper bien tout du long du film. Colby Jones, qui joue Crothers, qui est donc le youtubeur. Ah oui, le youtubeur, ouais, et pareil, très fun. Et j'aime bien les passages où on voit ces vidéos. Oui. Qui sont très drôles. Qui sont très drôles et encore une fois montées très à la Wright. Avec un côté très papier découpé, on colle et tout. Ah bah papier découpé, papier éclaté. Mashup, en fait, voilà, ça que je voulais dire. C'est le terme que je cherchais. Mashup. Moi, j'ai envie de citer aussi Cathy O'Brien, déjà parce que ça me fait plaisir de la voir. Et qui, comme Colman Domingo a compris que son rôle fallait s'amuser. Qui pareil, on fait des caisses et c'est très fun de les quelques scènes où on la voit. Comment il s'appelle le mec qui fait Molly? William H. Macy. Voilà, ce mec, à chaque fois je suis en mode, ah mais oui, c'est le mec dans le film là. C'est le mec dans les films de Paul Thomas Anderson. Notamment dans les films de Paul Thomas Anderson. Et on peut citer aussi Emilia Jones, qui joue la conductrice entre guillemets. Oui, qui a un petit rôle quand même. Qui a un rôle quand même assez important. Ouais. Et il faut bien évidemment parler de notre cher Glenn Powell, qui est beau.
Il est Très beau, c'est vrai il est qu'il très très beau cet acteur. Et on voit qu'il a un très beau cul. Voilà, Accessoirement. on le voit dans le film, très beau cul. Non, très très bon. Je pense qu'il a plus grand chose à prouver, mais il continue quand même de nous le démontrer que c'est un acteur talentueux, inventif. Je trouve qu'il sait jouer avec sa posture un peu de mec clairement gaulé comme c'est pas permis. Mais il en joue bien, c'est-à-dire que c'est pas là uniquement pour faire comme Schwarzy par exemple, où c'était pour faire un parallèle avec Running Man, où c'était vraiment une musculature point. Ah bah ce Ben Richards là, il mange dans la gueule. Hein. Et il mange bien, et je trouve que Glenn Powell arrive à amener ce côté humain, et pour autant ce côté un peu paumé au milieu de tout ça, ce qui n'est pas forcément simple en tant qu'acteur, et pourtant il arrive à très bien le faire, et à faire en sorte qu'on ait envie de le suivre jusqu'à la fin. Ce qui est très très fort, pour le coup. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de L'Homme qui court ou Running Man? Tiens, je me rends compte que j'ai assez peu parlé du côté politique du film, alors qu'il y a une intention de mise en scène hyper intéressante, dans une scène avec Michael Cera, où Glenn Powell parle de sa position par rapport... Enfin, où Ben Richards parle de sa Il ne position. faut pas tout révéler aux gens. Je sais. Bah, bref, le propos tout politique. ça pour dire, malgré son apparence de film d'action bourrin un peu teuteux, où Edgar Wright se met en retrait, c'est un film vachement riche, vachement fun, qui remplit très bien son office de blockbuster action, qui renoue avec une tradition 70-80 de gros films d'action en colère. C'est-à-dire que j'avais vu une critique de Marche Crève qui disait « C'est dommage que le film donne pas envie de balancer des cocktails Molotov. Running Man se termine littéralement par des cocktails Molotov. » Donc, c'est surtout un film, je trouve, qui est vachement intéressant à la carrière de Wright, même si je pense que superficiellement on peut se dire que c'est un film de commande mineure où il s'est mis en retrait. Mais en fait, c'est un film où on voit sa personnalité au-delà des effets de montage clinquants. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui a beaucoup été résumé à ça, mais d'une part, il écrit tous ses films, et du coup, là, c'est un film où il transparaît beaucoup plus par l'écriture, et d'autre part, c'est aussi un cinéaste qui sait mettre sa mise en scène au service de ce qu'il raconte, et qui ne cherche absolument pas forcément à formaliser ses films selon un style Wright. Et du coup, je trouve que c'est un film très intéressant dans sa carrière, même si, malheureusement, j'ai l'impression que c'est parti pour être retenu comme un film mineur de sa carrière. Je ne sais pas si c'est un film mineur, mais en tout cas, c'est purement un film de lui, et pour ça, c'est trop cool, parce que le cinéma d'Edgar Wright est trop cool. Je ne vais pas rajouter grand chose. Tu as tout dit, je vais juste vous dire d'aller le voir. En fait, c'est con, mais typiquement le genre de film, déjà, je pense chez vous, vous n'aurez pas le même ressenti. Au cinéma, vous allez vraiment vous éclater. Il faut vraiment voir ça. J'ai un peu envie de faire un comparatif con, mais voyez-le comme le Top Gun Maverick de 2025. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus intelligent par contre que Top Gun Maverick, c'est le point que je souligne, mais dans le sens où c'est vraiment un film qui vaut le coup d'œil en salle parce que c'est un rush de 2h15 qui nous chope par le callback, qui nous lâche pas, qui est vraiment énervé, qui va à 200% dans son délire, qui nous plonge dans son univers, qui est embarqué avec des vraies intentions de mise en scène comme l'a dit Colin, mais également des intentions d'écriture. Et même si le propos peut-être c'est pas ça que vous retiendrez à la fin, mine de rien, vous aurez la rage de Ben Richards qui va rester en vous et vous allez vous dire « Ah, ce film a quand même vraiment bien marché sur moi. » Je résumerai en disant, ça ressemble à pas un compliment, mais ça l'est, c'est la version pop de One Battle After Another. Tu fais un double programme avec le film de Pitié, Une bataille après l'autre. C'est des films qui ont beaucoup de résonance dans leurs personnages, dans leurs thématiques et dans ce qu'ils racontent, mais avec des approches très différentes. Pitié avec, j'allais dire une approche plus auteur, même s'il s'inscrit dans... Bref, c'est pas le sujet. Running Man, c'est la version bourrine de One Battle After Another, et moi je pense qu'en ça, ils sont très complémentaires. Parce que c'est une belle année pour la révolte au cinéma. Oh oui, donc vous l'aurez compris, Running Man d'Edgar Wright, allez-y. Vous n'avez pas trop de crainte, clairement. Merci mon cher Colin. De rien. Je crois qu'on se dit à la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Et oui. On se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ciao. Et oui, c'est la semaine prochaine, après des gens révoltés, on va voir des gens qui croient qu'il y a des extraterrestres et qui ressemblent à les mastodontes. Running Man, il court où? Il court dans la baraque de Jesse Plemons. Exactement.